la dernière table ronde de la journée qui parlera du tourisme de demain. On s'est rendu compte que les conséquences de la Covid touchent de plein fouet le tourisme. Les professionnels du secteur, comme les voyageurs, s'interrogent sur le tourisme de demain. Donc, il semble que la tendance qui se projette, c'est voyager moins, mais mieux, qui semble correspondre à la demande d'un tourisme plus qualitatif que quantitatif et surtout plus responsable. Donc, pendant cette table ronde, on va se poser la question quelle sera la place du digital pour répondre aux attentes de qualité du voyageur et quelles sont les solutions les plus adaptées pour porter le tourisme du futur. Donc, nous avons 4 intervenants de qualité. Laurent Cage du Welcome Tourism Lab, qui est lui à Paris, donc qui sera en ligne avec nous. Malheureusement, la connexion ne va pas lui permettre d'être un intervenant spontané, donc c'est moi qui lui donnerai la parole. Pour qu'il se présente, on a Jean-Pierre Mas, que vous avez vu tout à l'heure, qui est donc président des entreprises du voyage. Nous avons monsieur le député Jean-François Portarieux, qui est rapporteur sur le tourisme. Enfin, chacun va se présenter. Et nous avons Marc Trubert, qui était là aussi, de MI Capital. Donc, je vais peut-être demander à chacun de se présenter, puis on va lancer les débats. Donc, monsieur Portarieux. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis Jean-François Portarieux, je suis député du Nord toulousain. Je suis également élu depuis quelques semaines à Toulouse et à la métropole, où je préside la commission prospective. Donc je m'intéresse pas à ce qui est, mais à ce qui sera ou à ce qui pourrait être. Et en matière de tourisme, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis à l'Assemblée nationale, je suis spécialisé sur ces questions-là. Je siège au Conseil interministériel du tourisme. J'ai commis quelques rapports qui calent les étagères des ministères. Voilà. Monsieur Marc Trubert. Bon, je vais faire comme avait préconisé Jean-Pierre tout à l'heure, je vais me déshabiller du masque. Donc Marc Trubert, je suis d'M Capital, donc une société de gestion toulousaine et qui a pour particularité ici de gérer le Fonds Tourisme Occitanie, qui est un dispositif financier de la région Occitanie, qui est là pour amplifier les projets touristiques sur le territoire. Donc on a 4 ans pour investir en cofinancement un peu plus de 100 millions d'euros pour développer tant l'attractivité que la montée en gamme de l'hébergement. Voilà. Monsieur Jean-Pierre Mas. Bonjour, rebonjour exactement. Donc Jean-Pierre Mas, je suis le président des entreprises du voyage. C'est un syndicat professionnel qui regroupe l'ensemble des acteurs du secteur du voyage, c'est-à-dire les agences de voyage, qu'elles soient en ligne ou physiques, les tour opérateurs, les spécialistes du voyage d'affaires, ceux qui envoient des Français à l'étranger, ceux qui reçoivent des étrangers en France. Et je peux confirmer la compétence en matière de tourisme de Marc Trubert et de Jean-François Portarieux. Donc, je vais essayer de donner la parole à Laurent Cage, mais la connexion est interrompue. Donc, je vais essayer de donner la parole à Laurent Cage, mais la connexion est interrompue. Donc, je vais essayer de donner la parole à Laurent Cage, mais la connexion est interrompue. Donc, je vais essayer de donner la parole à Laurent Cage, mais la connexion est interrompue. Bonjour, je suis Laurent Cage, je dirige le Welcome City Lab, qui est le premier incubateur touristique au monde spécialisé dans l'innovation touristique. Notre métier, c'est l'open innovation, c'est-à-dire c'est d'aider les grands groupes du tourisme, les acteurs traditionnels et les startups à innover et à inventer le tourisme de demain. Et je préside également la commission numérique et innovation au sein du comité de filière tourisme autour de Jean-Baptiste Lemoine. Commission numérique et innovation au sein du comité de filière tourisme autour de Jean-Baptiste Lemoine. La commission numérique et innovation au sein du comité de filière tourisme autour de Jean-Baptiste Lemoine. La commission numérique et innovation au sein du comité de filière tourisme autour de Jean-Baptiste
état des lieux pour savoir où on va aller. Très difficile de dire où on va, c'est plus facile de dire d'où on vient. C'est ça, c'est pour ça que l'état des lieux, ce sera pas mal, voilà. Déjà. Aujourd'hui, c'est la demande qui crée l'offre en matière de tourisme. Et c'est les évolutions de la demande qui vont faire fluctuer et évoluer les offres. Aujourd'hui, si l'on se situe, alors on pourrait se situer hors crise Covid ou conséquences de la crise Covid. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Situons-nous dans les conséquences de la crise Covid qui a accéléré certains bruits de fond ou rendu plus audibles certains bruits de fond qui étaient déjà perceptibles tout à l'heure, qui étaient perceptibles préalablement. Ce vers quoi on va aller, ce vers quoi on risque d'aller, je ne suis pas sûr, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'on aille vers des voyages moins fréquents, plus longs, plus riches. Ça, c'est une réflexion d'intellectuel. C'est pas une vision, c'est pas la perception de la demande. Aujourd'hui, sur quoi risque d'évoluer la demande? C'est la digitalisation, très clairement. J'évoquais tout à l'heure le fait que le Covid avait accéléré de 10 ans le commerce électronique. On est le secteur d'activité qui est le plus favorable au développement du commerce électronique, puisque nous n'avons rien de physique à livrer entre l'acte d'achat et l'acte de consommation. Tout est virtuel. Si vous achetez des chaussures en ligne, il faut que quelqu'un vous porte chez vous ou à un point de relais, les chaussures en ligne. Chez nous, tout est virtuel. Et nous avons, en matière de digitalisation, et Laurent Cage le sait parfaitement, nous avons beaucoup de retard. Si on prend un des secteurs dont je m'occupe, et qui est le secteur qui est certainement le plus en retard, celui des agences de voyage et des tours opérateurs, les agences physiques ne répondent plus à l'évolution de la demande du consommateur. Consommateur tourisme qui veut voyager, qui prend une décision de voyage, il la prend le soir chez lui, il la prend le week-end en famille ou avec des amis, il ne la prend pas entre 10h du matin et 18h le soir, parce que là, il travaille la plupart du temps. Donc, il faut qu'on s'adapte à la volonté et à l'évolution des comportements du consommateur. Ça demande des gros investissements. On est aujourd'hui en relation avec la BPI pour financer cette mutation digitale de la profession. Ça, c'est un premier point. La digitalisation, c'est à mon sens ce qui est majeur. Et on le perçoit aujourd'hui, quand on évoque le niveau d'activité du secteur, on se rend compte que ce que l'on appelle les agences en ligne, les OTA, les agences en ligne ont des taux d'activité plus importants que les agences traditionnelles, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'elles sont ouvertes 24 heures sur 24. Ça, c'est le premier point. Le second point qui résultera de la crise, et puis je vais m'arrêter là et je réinterviendrai si nécessaire. Le second point, c'est cette crise a accéléré la nécessité de cocooning, ou ce que l'on appelle maintenant le nesting, de se retrouver dans des milieux protecteurs avec un environnement que l'on connaît, un environnement sécuritaire en matière de santé publique notamment, mais que l'on repère. Et cette accélération aura des impacts sur le voyage. Les demandes touristiques, mais même les demandes de voyage d'affaires il y aura une demande de plus de protection. Et pour aller dans votre sens, je pense quand même si je me suis un peu moqué de votre propos intellectuel avec des grands guillemets, je pense quand même que le voyage Kleenex, très favorisé par l'accessibilité du prix du transport aérien qui va baisser d'ailleurs, il n'y a aucun doute sur la baisse des prix du transport aérien dans les prochains mois, puisque l'offre est supérieure à la demande, donc mécaniquement c'est une baisse des prix. Donc on consommait des voyages Kleenex, on disait j'ai fait Rome, j'ai fait Berlin, j'ai fait Venise. City Trip, le fameux City Trip. Voilà, et qu'est-ce que tu as fait à Rome? Je suis arrivé, j'ai pris l'avion le samedi, je suis allé voir la fontaine de Trévi, on a dîné dans un restaurant, on a mangé des pâtes, et le dimanche j'ai pris l'avion pour rentrer, j'ai fait Rome. Donc ces voyages Kleenex
seront certainement un petit peu moins jetables, consommables et jetables pour des voyages, et vous le disiez fort justement, un petit peu plus longs, un petit peu plus riches, de manière à limiter l'impact sur l'impact climatique, sur le réchauffement climatique du voyage. Alors moi j'avais envie de faire intervenir Marc Truber, qui m'a amusé avec le paradoxe en fait de la digitalisation. Il m'a donné l'exemple de Coucou. Peut-être que vous pourriez en parler parce que c'est quand même amusant. Oui, en fait, c'est le fait de remarquer que le touriste va être de plus en plus ultra connecté pour aller se déconnecter. C'est-à-dire qu'il va passer des heures carrées sur son ordinateur, sur son iPhone, etc., pour aller rechercher des endroits où il va pouvoir se déconnecter. Et donc là, dans le cadre du Fonds Tourisme, on est en train de déboucler un projet en Ariège qui consiste à faire 20 cabanes qui sont réparties sur 100 hectares, où le principe, vous pouvez laisser votre portable dans un coffre sécurisé, on vous amène des produits en circuit court de façon à ce que vous ne bougiez pas de votre hébergement insolite, certains sont dans les arbres, d'autres sont dans l'eau. Et tout ça, mais naturellement, vous l'avez réservé, visualisé, rêvé, anticipé, tout sur Internet. Donc c'était en fait un peu ce paradoxe de se dire que le tourisme, pour se déconnecter, avait besoin d'abord d'être ultra connecté. C'est quand même un exemple assez amusant. Marc Truber, vous me parliez aussi des inconvénients du digital, parce qu'on parle effectivement du tout digital. Maintenant, il y a aussi quelques inconvénients pour l'industrie du tourisme. Ouais, disons que c'est un constat que je fais souvent quand j'étudie des modèles d'hébergement, et notamment hôteliers. C'est qu'avant, il y avait une échelle de coûts, où le premier coût, c'était le coût du personnel, classique, 30%, voilà. Ensuite, le loyer, 10-12% des revenus, et ensuite d'autres charges. Et maintenant, sont venus s'intercaler ce qui est la politique commerciale, qui est la politique commerciale déléguée, qui sont les OTA, en l'occurrence Booking, etc., et qui vont pomper entre 15 et 20% du chiffre d'affaires, soit le deuxième centre de coût après les frais de personnel. Et avec un deuxième effet délétère, c'est que vous regardez pendant la crise du Covid, TripAdvisor avait décidé que la France était une destination qui n'était pas adéquate. Et donc, comme il truste l'ensemble des réservations et des premières lignes sur les recherches digitales, eh bien, il renvoyait toutes les offres qu'essayaient de faire les gens en région à la page 22 de Google, et eux en diminuant le plus possible la part faite à la France. Moralité en fait d'une chose qui est d'un côté absolument indispensable, parce que on ne pourrait pas avoir les taux de remplissage que l'on a dans l'hôtellerie sans avoir ce système de commercialisation extrêmement pointu, à la fois à un coût qui est assez important. On en arrive à être otage d'un certain nombre de décisions, en tout cas difficulté à pouvoir identifier ceci. Donc pourquoi en fait ils se sont instaurés comme étant la porte d'entrée quasi obligatoire de toute création d'hôtels, rénovation d'hôtels, en tout cas de circuits hôteliers. Est-ce que là-dessus, il n'y aurait pas une réflexion à faire sur une ingénierie touristique où le porte d'entrée pourrait être plus la destination, la région par exemple, où la personne se dit tiens, j'ai envie de visiter l'Occitanie, au lieu d'aller chez Google, il irait sur une instance régionale pour aller chercher la même chose, une sorte de réservation comme ça, mais en tout cas, ne pas passer, c'est-à-dire que moi je suis à Toulouse, je vais aller au Rocamadour, je passe par la Californie. C'est pas normal. On va laisser répondre Monsieur Mas, qui connaît bien le problème. Sur ce point, mais tu as totalement raison. Sur ce point, les hôteliers sont quand même responsables de cette situation. Les hôteliers sont propriétaires d'une mine d'or, leur chambre, et ils ont confié l'exploitation de la mine d'or à un tiers qu'ils ne maîtrisent pas. C'est une situation qui est stupide. Aujourd'hui, en revanche, pour revenir en arrière, ça va être très compliqué parce que leur plus gros concurrent, ce n'est ni TripAdvisor ni Booking, c'est Google.
c'est Google qui va choisir qu'est-ce qu'il met en avant, et il va mettre en avant, comme il le fait dans d'autres domaines, aux grandes dames des autres intervenants, il va mettre en avant ses propres offres. Donc, mais ta proposition de réaction des hôteliers et peut-être de réaction au niveau régional est une proposition très intelligente, Marc. Là, on va peut-être laisser la parole à Monsieur Portarieux qui peut nous parler avec un peu plus de recul que les professionnels du tourisme, du modèle économique du secteur et puis de ce que le gouvernement va pouvoir, où le gouvernement va pouvoir les aider. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, hein, mais Jean-Pierre Mas l'a dit. Cette crise, d'abord, dans une crise, il faut bien considérer que tout ce qui est urgent n'est jamais suffisant. Donc il faut aller au-delà. Et cette crise, elle fait apparaître que le modèle économique qui est historique de notre secteur en France, qui est né avec le développement du tourisme social au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans lequel c'est l'offre qui structurait la demande, est totalement obsolète. Alors ça nous laisse évidemment un peu perplexes. Et le point sur lequel moi je souhaite insister, c'est celui qui, selon l'aphorisme de Sénèque, vous savez Sénèque, je suis agrégé de philo, donc je fais souvent référence à des philosophes, mais Sénèque disait, quand on n'a pas de cap, on ne peut pas profiter des vents favorables. Et donc on s'expose aux vents défavorables. Et on n'a pas de boussole. On ne sait plus où on va. On peut très facilement contester la fiabilité, la pertinence des chiffres qui sont collectés de manière disparate dans les différentes couches du millefeuille administratif français, à commencer par l'État. En 2018, en octobre 2018, on a vécu en France, c'était donc il y a 2 ans, quelque chose d'assez incroyable qui est passé un peu sous les radars, qui était la révision des chiffres du poste voyage par la Banque de France. Ça a duré 3 semaines. Et en 3 semaines, on est passé d'un montant annuel de recettes générées par les touristes étrangers en France, qui était de 38 milliards d'euros, à 49 milliards d'euros. On a gagné 11 milliards d'euros en 3 semaines, juste en revisitant les chiffres. Et pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'on tenait compte d'un grand nombre de flux financiers, à l'exception des flux financiers provenant de Chine. Parce qu'on n'avait pas les conventions avec les établissements bancaires chinois pour les quantifier. Bon, on est soi-disant la première destination mondiale du monde. Alors je dis soi-disant parce que d'après les chiffres dont je dénonce parfois la fiabilité, en tous les cas on est champion du monde, on ne cesse de décliner dans le ranking mondial des destinations en matière de recettes. On est passé l'an dernier, enfin plus exactement l'an dernier, les Espagnols sont passés devant. On est 4e. Autrement dit, on accueille de plus en plus de touristes étrangers en France qui rapportent de moins en moins à notre économie. C'est ce fameux effet ciseau renversé. Donc je pense qu'il faut absolument remettre en question, revisiter notre modèle économique. Et en ça, le secteur, enfin le sous-secteur ou le secteur du digital a un grand rôle à jouer. J'ajoute que le secteur touristique est le premier secteur économique au monde à avoir enregistré la première vague de digitalisation. Donc c'est quelque chose qui est assez bien répandu. Malheureusement, en France, le secteur est diffus, atomisé. Il y a des centaines de milliers d'acteurs et donc il est difficile d'engager des politiques publiques un peu cohérentes. Mais si je termine sur ce qui est mon dada, la collecte et l'analyse des données, je pense que la création d'un observatoire national, c'est-à-dire qui agrège, qui consolide toutes les données diffuses, réparties dans notre pays, est aujourd'hui indispensable. Souvenez-vous, Sénèque, quand on n'a pas de boussole, on ne sait pas où on va et on ne peut pas profiter des vents favorables. En revanche, on s'expose à prendre les vents défavorables de face. Je suis assez d'accord avec vous. On va peut-être laisser la parole à Laurent Kej, puisqu'en fait, il a eu aussi une casquette auprès de Jean-Baptiste Lemoyne, où il est au comité filière tourisme, et il s'occupe de la commission numérique et innovation. Donc, il va peut-être nous donner des indications.
Oui, tout à fait. La commission numérique et innovation s'est réunie depuis le mois de mars dernier dans le cadre du comité de filière. Il faut savoir que ce comité de filière a été créé au mois de janvier et finalement ça a été un très bon hasard de circonstances puisqu'il s'est transformé en une véritable task force autour du secrétaire d'État au tourisme pour pouvoir affronter la crise qui nous est tombée dessus dès le mois de mars. Alors, cette commission a pas mal travaillé sur différents projets qui étaient dans les cartons depuis longtemps, mais qui avaient besoin vraiment qu'on les remette au goût du jour. Le premier, pour reprendre d'ailleurs les interventions des précédents intervenants, c'est le problème de la data et donc de la création d'une plateforme numérique du tourisme qui permette d'aller beaucoup plus loin que la plateforme actuelle de Data Tourisme et qui permette vraiment une numérisation beaucoup plus forte de l'ensemble de l'offre touristique française, non seulement publique mais également privée, et non seulement sur les données froides, celles qui ne bougent pas, mais également sur les données chaudes, sur l'événementiel. Le deuxième sujet, c'est que lorsqu'on parle de numérique, on pense trop souvent aux outils numériques, mais pas assez à la formation aux professionnels. Et je pense que là, il faut absolument mettre le paquet en matière de formation professionnelle. C'est évidemment le moment ou jamais en cette période de semi-confinement où les personnes sont d'autant plus disponibles pour pouvoir vraiment renforcer et faire un saut qualitatif dans la formation de l'ensemble de nos personnels aux outils numériques. Nous avons également travaillé sur des projets pour aider nos startups à devenir de véritables champions du tourisme international, parce qu'aujourd'hui, le constat que nous faisons dans le domaine du numérique, c'est que la France sait générer de nouvelles startups du tourisme, mais elles ont du mal à devenir de véritables champions à l'échelle internationale. Donc, il faut vraiment avoir des outils financiers, structurels, pour pouvoir les aider à réussir en dehors de nos frontières. Et je reprendrai ce qu'a dit un précédent intervenant sur la nécessité absolue, avant tout, de se doter d'un véritable observatoire économique du tourisme sur l'analyse des flux de fréquentation, sur les pratiques des consommateurs, de façon à pouvoir tout simplement maîtriser son tourisme et adresser de façon plus personnalisée des offres touristiques à notre clientèle. Merci beaucoup. Donc vous voyez, Monsieur Portarieu, peut-être que ça va avancer. On aura peut-être un observatoire bientôt. J'espère aussi. Ce qui serait intéressant, peut-être, et j'avais envie de redonner la parole encore à Monsieur Kej, c'est d'avoir des exemples précis pour des startups qui sont accompagnées au Welcome City Lab pour nous donner une idée justement de l'avenir. Quelles innovations vont arriver peut-être bientôt ? Oui, merci beaucoup. Moi, le message que je voulais vraiment faire passer aujourd'hui, c'est un message d'espoir, voire même de combat. Certes, nous vivons une période extrêmement difficile, mais il faut vraiment compter sur les entrepreneurs, les startups, les jeunes pousses, pour nous aider à surmonter les épreuves de cette crise. Nous-mêmes, au Welcome City Lab, ça fait 7 ans que nous avons créé cet incubateur. Nous avons été absolument bluffés par la capacité de rebond, de diversification, de pivot des entrepreneurs qui se sont adaptés aux nouvelles contraintes de la crise sanitaire. Alors, je prendrai 3 types d'exemples, 3 cas de figure. Il y a tout d'abord des startups qui se sont concentrées sur les mesures sanitaires avant, pendant et après le séjour, de façon à aider les professionnels du tourisme à rassurer leurs clients et donc à faire respecter les mesures sanitaires, à communiquer davantage, à anticiper sur l'affluence des sites pour éviter évidemment les encombrements avec des foules trop importantes, pour mieux gérer les jauges en amont et également pour mesurer les émotions exprimées par les clients lors de la fréquentation de ces sites. Le deuxième cas de figure, ce sont des startups qui se sont spécialisées sur la
formation des personnels, notamment la formation à distance à travers des outils numériques, des outils de réalité virtuelle et réalité augmentée. Et le troisième type de réaction des startups à la crise actuelle, c'est finalement la diversification en dehors du tourisme, le fait d'être capable d'aller chercher des clients en dehors de notre secteur traditionnel, mais avec les mêmes outils, par exemple dans le secteur de la santé, de e-commerce et également de l'export. Alors pour répondre à votre demande, je vais vous donner quelques exemples de startups qui illustrent ce que je viens de dire. Je vais prendre tout d'abord l'exemple de Tabotel, qui est une start-up qui avait l'habitude de commercialiser des bornes de check-in, check-out pour les hôtels, des bornes tactiles. Eh bien, désormais, ils ont pivoté et ils commercialisent ces bornes pour équiper les hôpitaux ou d'autres types de lieux, d'espaces recevant du public. Et ce ne sont plus des bornes tactiles puisqu'elles peuvent se manipuler depuis le téléphone portable. Autre type d'exemple, Quickle, qui est une start-up qui permet aux parcs de loisirs d'avoir un logiciel de gestion interne. Ils se sont désormais spécialisés pour permettre à ces parcs de loisirs d'anticiper sur leurs jauges, de bloquer les jauges lorsque les réservations sont trop importantes et de proposer aux visiteurs de venir les visiter à d'autres périodes. C'est la même chose pour Patrivia. Patrivia, c'est une start-up assez bien connue aujourd'hui du grand public qui est spécialisée dans le patrimoine puisqu'elle a lancé le Pass Patrimoine il y a quelques mois et qui permet maintenant aux petits lieux de patrimoine, aux petits châteaux, musées, monuments, de mieux gérer également leurs jauges en interne. Je prendrai également l'exemple de KyoEmotion, qui depuis longtemps est une start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle qui permet d'analyser les émotions exprimées par les visiteurs. Eh bien, ils se sont spécialisés depuis évidemment quelques mois sur la mesure des émotions vis-à-vis des mesures barrières, des gestes barrières qui leur sont demandés pour voir si ce qui a été mis en place convient, si c'est pas trop contraignant et comment en fait le public reçoit ce type de mesures. Et enfin, je voudrais citer l'exemple de Wixar, qui produit des logiciels de formation en réalité augmentée et qui se sont spécialisés pour la formation à distance des personnels de sites touristiques pour les aider à mieux faire respecter les gestes barrières auprès de leurs visiteurs. Merci. Vraiment, on a de quoi voir venir. Et Monsieur Mas, pensez-vous qu'il y ait une forte demande de formation, justement? La digitalisation est en cours. Maintenant, est-ce que tous les acteurs du tourisme vous semblent suffisamment formés? Pas du tout. Je suis tout à fait en phase avec ce que dit Laurent. Aujourd'hui, on a un déficit de formation. Alors, en revanche, on a une opportunité. C'est d'abord les changements de paradigme, en quelque sorte, que crée la crise, et le temps disponible. Oui. Malheureusement, 70% de notre masse salariale n'est pas au travail. Donc, on a privilégié la formation. Il y a un mois, je n'ai pas le décompte à fin septembre, on avait organisé 1000 journées de formation. Donc la formation est privilégiée, la formation à l'économie numérique, la formation au numérique elle-même doit être une priorité de notre secteur aujourd'hui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et on a du temps disponible pour le faire. Mais je reviens également sur les startups dont parlait Laurent Cage. Je suis avec attention l'évolution du Welcome City Lab. Je ne sais pas si Laurent est toujours en ligne, mais il nous écoute. Je ne sais pas combien il a de demandes pour combien de dossiers acceptés, mais dans notre secteur, vous savez que notre profession est réglementée, on est immatriculé. Pour être immatriculé, il faut détenir une assurance responsabilité civile et une garantie financière. L'an dernier, en 2019, donc avant la crise, on a 400 jeunes entrepreneurs qui, en France, ont intégré la profession. Donc c'est une profession qui est en plein renouvellement, c'est un bon signe de dynamisme, et une profession qui se renouvelle ne se sclérose pas. Sur ces 400 jeunes entrepreneurs qui ont intégré le secteur, aucun n'a ouvert une agence de voyage traditionnelle avec une boutique ayant pignon sur rue. Ils ont tous trouvé, inventé, créé
des systèmes légèrement différents, légèrement décalés et certainement mieux adaptés aux évolutions de la demande des voyageurs. C'est énorme, 400 nouvelles immatriculations en 2019. 400 nouvelles immatriculations de jeunes entrepreneurs. Ah ouais. Alors, j'ai les chiffres, Laurent Kech, on lui redonnera la parole tout à l'heure, mais il me semble que l'année dernière, ils ont eu 300 candidatures de start-up du monde entier, en fait, au Welcome City Lab. Donc, on lui donnera la parole après, mais on ne peut pas lui laisser la parole pendant toute la... Pendant que vous avez encore la parole, Monsieur Mas, ou si quelqu'un d'autre veut en parler, est-ce que les comportements des consommateurs, justement, ont évolué tant que ça? Parce qu'en fait, on voit bien que l'offre a vraiment évolué. Il y a une offre digitale qui explose. Maintenant, est-ce que les consommateurs sont prêts à la recevoir, cette offre-là? Alors, sur l'utilisation du commerce en ligne, les comportements des consommateurs ont évolué. Et on est, là, replaçons-nous sur les 20 dernières années. On est hors évolution liée à la crise sanitaire. Sur les 20 dernières années, il y a des métiers que la digitalisation a tués. Je pense aux disquaires, aux photographes. Hein. Alors, ils ne sont pas tous morts, il y en a qui sont restés, mais enfin, la plupart ont disparu du fait de la digitalisation. Il y avait deux autres métiers qui pouvaient être la cible de la digitalisation et qui ne sont pas morts, c'est la banque et le voyage. La banque se porte bien, mais travaille très différemment de ce qu'elle travaillait il y a 20 ans. Et le voyage, on était dans un secteur d'activité qui était en telle croissance naturelle que la part prise par les acteurs, les nouveaux entrants online, les nouveaux entrants digitaux, n'a pas été perçue par les acteurs traditionnels. C'est-à-dire que la croissance a été moins forte que la croissance du marché, mais il y avait quand même une croissance. Et c'est quand on a eu les premières crises, le premier coup de semonce, ça a été la crise économique de 2008, qu'on s'est rendu compte que ça allait plus du tout, qu'on avait perdu des parts de marché, hein, mais que le gâteau grossissait tellement vite qu'on ne se rendait pas compte que notre part diminuait proportionnellement. Et le second coup de semonce en Europe, ça a été le printemps arabe, avec des destinations très touchées. Et là, on s'est dit, si on ne bouge pas, on a une espérance de vie qui va être limitée. Et c'est ce qui a fait, dans les années 2012-2015, prendre conscience de la nécessité de prendre ce virage. Et le consommateur a considérablement évolué. Aujourd'hui, la quasi-totalité des voyageurs préparent leur voyage en ligne, une partie de leur voyage en ligne. Une très grande partie, autour de 70% des voyageurs, achètent une prestation de voyage en ligne. Alors, ils l'achètent auprès d'une compagnie aérienne, auprès d'une agence de voyage en ligne, auprès d'un opérateur étranger, d'un hôtelier, etc. Mais ils l'achètent en ligne. Et cette tendance a été accélérée par ce que je disais tout à l'heure, l'accélération du commerce électronique du fait du confinement. Pourtant, les agences physiques existent toujours. Comment, les agences physiques existent toujours. Il ne faut pas les situer, les positionner l'un contre l'autre. Non, elles existent toujours parce que c'est un outil de réassurance à proximité avec un interlocuteur physique. Aujourd'hui, quand vous avez, malheureusement, et je le regrette parce que ce sont des membres de mon organisation syndicale, quand vous avez acheté avant la crise un billet d'avion en ligne, que ce billet d'avion a été annulé parce que le vol ne pouvait pas être assuré, que les compagnies aériennes ne respectent pas la loi et refusent de rembourser. La loi les oblige à rembourser dans les 14 jours. Comment voulez-vous vous faire rembourser? Comment voulez-vous avoir un interlocuteur dans une compagnie aérienne étrangère ou dans une agence en ligne dont le site est canadien? Vous n'avez pas d'interlocuteur. L'agence physique présente l'intérêt de vous donner un interlocuteur de proximité que vous pouvez aller secouer s'il ne fait pas ce que vous souhaitez. Et puis, c'est également la réassurance quand vous organisez un voyage un petit peu compliqué. Mais si l'agence de physique n'est pas accessible en ligne, elle a une espérance de vie, elle aussi, relativement limitée. Alors, Laurent Kech demande la parole. Il voulait vous répondre.
Je voulais juste conforter les propos de Jean-Pierre Mas, tout d'abord sur le fait qu'il y a de plus en plus de projets de start-up. Nous recevons effectivement chaque année plus de 300 candidatures. Donc il y a toujours un flux entrant et ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que notre secteur inspire toujours beaucoup de jeunes ou de moins jeunes. Avec de nouveaux modèles. Je voulais également conforter ce qu'il disait, c'est-à-dire que l'avenir sera à la complémentarité entre ces nouveaux projets plutôt digitaux et la présence des acteurs traditionnels, des agences de voyage physiques qui effectivement ont l'immense intérêt de présenter une présence humaine proche des consommateurs. Donc c'est vraiment dans la co-construction que nous arriverons ensemble à faire évoluer le monde du tourisme par rapport aux nouveaux enjeux de demain. Vous êtes donc rassurant. On va pouvoir cohabiter. Je vais peut-être laisser la parole à Marc Trubert, avant de la redonner, mais probablement qu'en conclusion à M. Kej, sur les nouvelles tendances, puisque vous vouliez prendre la parole sur les tendances. C'était un peu pour rebondir sur l'offre physique et l'offre digitale. Je ne sais pas, j'espère que le raisonnement que tu tiens, Jean-Pierre, est un raisonnement juste. Mais le Covid a montré qu'on a confiné les gens, ça ne les a pas empêchés réellement de consommer de façon digitale. Et j'avais quelques chiffres pendant le confinement. WhatsApp a vu ses flux augmenter de 40% et Facebook de plus de 70%. Et encore une fois, je pense que cette crise-là aura un effet extrêmement accélérateur. Et quand on parlait des banques, je vois les banques se désengager de leur commerce physique de plus en plus, abandonner des points de vente. On en a un pas très loin, le BNP qui part de la rue Alsace-Lorraine, de grosses restructurations, parce que derrière la digitalisation, il y a aussi une économie en coût de personnel assez formidable, de loyer, etc. Donc c'est vrai que la réassurance est quelque chose d'important. Mais néanmoins, dans un flux normal des affaires, j'ai bien peur que quand même le flux soit lancé et qu'il soit encore accéléré par le Covid. Monsieur Portarieux a sûrement des choses à nous dire. Non, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. C'est un secteur qui vit une mutation profonde depuis quelques années, qui s'accélère probablement dans certaines dimensions avec la crise. Il est clair que le modèle économique de la cueillette, l'économie de la rente, est derrière nous. Donc, cette incertitude, ça peut faire naître des opportunités. Donc, pour certains, c'est plutôt positif, c'est plutôt enthousiasmant. Et pour d'autres, qui sont issus de l'économie touristique traditionnelle, c'est une béance, c'est une grande inquiétude. Donc, il faut que les politiques publiques, que la puissance publique adapte sa démarche, ses outils à ces deux impondérables. Et je constate malheureusement, à aujourd'hui encore, que, dans ce pays, c'est quand ça va mal qu'on se pose les bonnes questions. Bon. C'est pareil dans l'aéronautique. Hein. Les Allemands se posent les bonnes questions, les Français attendent que ça craque. Et deux, autant je pense qu'il est nécessaire, et depuis fort longtemps, d'accorder davantage de reconnaissance aux acteurs du tourisme, autant aujourd'hui ce qui compte, c'est la connaissance du tourisme, la connaissance des marchés, la connaissance fine, la connaissance de l'expérience client, enfin l'expérience voyageur. Tout ceci est en train d'être considérablement modifié. On ne peut plus se contenter dans notre pays d'avoir le Louvre, le Mont-Saint-Michel, la cité de Carcassonne pour attirer des flux de touristes étrangers qui sont de moins en moins générateurs de recettes. Et cette situation a pour effet induit ce que l'on a déjà observé à Barcelone, à Venise ou ailleurs, c'est la dénonciation du surtourisme, qui est un effet pervers de l'aveuglement de nos politiques publiques depuis quelques années. Ce n'est pas la faute des responsables publics, c'est quelque chose de généralisé. C'est la raison pour laquelle je n'en démords pas. Nous avons besoin d'un observatoire national du tourisme, qui va nous doter d'analyses à peu près fiables, à peu près prospectives, pour essayer de garder le cap. Je termine là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a frappé. Vous connaissez Pascal, hein, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Bon.
Nous, ici, on est plutôt complaisant à l'égard de ce secteur et je trouve qu'on manque un peu d'agressivité, on manque un peu d'offensivité. J'ai passé, dans le cadre d'un de mes rapports, j'ai passé 48 heures à Madrid et il m'arrive un truc assez incroyable, enfin, que moi je considère incroyable. J'avais rendez-vous avec le ministre espagnol du tourisme, bon, qui ne pouvait pas me recevoir, et donc j'ai été reçu par l'équivalent du président, enfin du directeur général d'Atout France chez nous, qui s'appelle Tour Espagna. Bon, c'était le matin. Puis j'ai été déjeuner à 15h, d'accord. Et l'après-midi, j'avais rendez-vous avec le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, qui est de l'autre côté de l'avenue. Hein. Vous avez un immeuble avec le ministère du Tourisme, et de l'autre côté, Jean-Pierre reconnaît sans doute, vous avez le siège de l'Organisation mondiale du tourisme. Bon. Donc le secrétaire général, il est géorgien, d'accord. Vous cherchez dans le ranking, vous cherchez la Géorgie, vous ne trouvez pas. Le secrétaire général adjoint, il est colombien. Alors il a un gros avantage, c'est qu'il parle espagnol, d'accord. Et alors celui qui m'a reçu, c'est celui que j'avais vu le matin. Parce que le directeur général de Tour Espagna faisait office, il y avait une latence, ils attendaient un recrutement, faisait office de directeur général de l'Organisation mondiale du tourisme. Je me suis dit, là quand même, il y a un truc un peu étonnant, toujours pareil, hein, on est sur les champions du monde, on n'est pas là. Bon, alors j'ai pelé un petit peu, j'ai peigné un peu le budget de l'Organisation mondiale du tourisme. Et j'ai trouvé l'enveloppe des adhésions. Et la France, hein, qui n'est pas représentée au board, qui n'est pas représentée parmi les fonctions de direction, est le premier contributeur de l'Organisation mondiale du tourisme. 475 000 € par an. N'importe qui peut le trouver, c'est dans le budget du ministère des Affaires étrangères. On paye. Cette organisation il faut bien comprendre, hein, l'Organisation mondiale du tourisme, elle publie des référentiels, c'est-à-dire que le business mondial est organisé en partie sur ces référentiels, sur ces données, d'accord. On paye et on n'y est pas. On est français, quoi. Est-ce que ça veut dire, c'est peut-être parce que la France a été première destination au monde depuis des années, même si au niveau montant, de ce que rapporte à la France, on n'est plus que 4e, mais on a été première destination mondiale, donc on verse beaucoup. Oui, vous avez raison, on s'est assoupi. Ouais. Mais le réveil risque d'être difficile. Hein. C'est ça, bah oui. Allez-y, monsieur Mas. Oui, Jean-François a totalement raison sur les deux points. L'absence de la France dans un organisme comme l'OMT est une anomalie. On est quand même parmi les leaders. Et sur le fait que les pouvoirs publics, ce n'est pas la mise en cause du gouvernement actuel, parce que c'est historique, les pouvoirs publics ont considéré que le tourisme, ça venait tout seul. Et combien de fois j'ai entendu, ce n'est pas délocalisable. Quelle erreur! Le tourisme, c'est délocalisable. Et en France, il n'y a jamais eu d'aménagement du territoire qui prenne en compte le tourisme, de plan d'aménagement du territoire. Le dernier, c'est le plan Racine, je crois, dans les années 60, donc de plus d'un demi-siècle, qui prennent en compte le tourisme. Pardon, le plan Racine, c'est ce qui a... L'aménagement du Languedoc-Roussillon. Oui, voilà, ce qui n'est pas très joli maintenant. Ça a tué les moustiques. Ouais. Mais il y avait une volonté d'aménagement du territoire à caractère touristique. Après, on peut contester, dire on n'est pas d'accord. Mais depuis cette époque-là, le tourisme, c'est de la concentration. Tu as cité les lieux de concentration, hein, la Tour Eiffel, le Mont-Saint-Michel, le musée du Louvre. Et aucune volonté de répartir le tourisme sur le territoire. Et si on le répartit sur le territoire, si on le répartit intelligemment, ce qui demande de la planification avec des zones touristiques et des zones protégées, si on le répartit intelligemment, on va augmenter la durée des séjours et augmenter la recette sans aller chercher de nouveaux clients, uniquement avec les clients naturels qui sont déjà sur le marché. Pour l'instant, si je vous entends bien, c'est que l'avenir du tourisme passe vraiment par les institutions, par nos institutions. Vraiment. Non, l'avenir du tourisme passe par les acteurs du tourisme. Les institutions, elles sont là, elles ont un rôle important, bien sûr. Notamment celui d'anticiper. Aussi bien le cadre... Ce qui n'a pas été fait, d'après ce que j'entends. Ce qui est fait de manière insuffisante. Mais il faut quand même bien réaliser que, je ne sais pas si parmi nous, certains connaissent les chutes d'Iguassou, à la frontière du Brésil et de l'Argentine. C'est assez compliqué d'y aller. Hein. Mais si tu t'adresses à une bonne agence de voyage, c'est assez facile à organiser. Hein.
Mais les chutes de Niagara à côté, c'est ridicule. Bon. Le jour où des Chinois ou d'autres auront l'idée de construire un aéroport international à proximité des chutes d'Iguassou, vous allez avoir un effet direct et colossal sur la fréquentation touristique de nos monuments patrimoniaux, naturels, comme le Mont Saint-Michel ou autre, ou le cirque de Gavarnie. Et il faut bien comprendre que sur notre planète, des destinations qui ont un intérêt supérieur à nos destinations, à ce qu'on considère comme étant nos joyaux, sont innombrables. Innombrables. Donc on n'est pas à l'abri d'un renversement rapide de cette hiérarchie des destinations dont on occupe encore la première place. Mais dont on n'a pas les recettes. Ben, disons qu'on a le titre, on a l'étoile sur le maillot, mais on n'a plus les crampons, on n'a plus le short, on joue plus, quoi. Il va falloir retrouver tout ça. Enfin, on s'éloigne un petit peu de la digitalisation, mais on est toujours sur le tourisme de demain. Peut-être, monsieur Marc Trubert, vous vouliez parler des tendances, vous vouliez parler un petit peu des tendances, avant de redonner la parole peut-être à Laurent Cage. On avait fait un petit peu sur qui sort un cahier des tendances. Oui, oui, alors donc, je l'avais présenté alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui étaient déjà tout à l'heure, mais donc, chez M Capital, on a essayé de réfléchir sur le tourisme, puisqu'on est amené à investir dans les 4 prochaines années assez fortement en Occitanie. Et donc, on a fait un cahier de tendances qui a vocation à recenser un peu les usages, quelle va être l'envie du consommateur de demain, de façon à pouvoir orienter nos investissements et pas aller contre le vent et avoir un cap. Hein. Il y a un philosophe toulousain qui disait « il ne faut pas faire pipi contre le vent hein. ». Et donc là-dedans, on avait un philosophe toulousain mais que je ne connais pas. Il joue au rugby sans doute. Et donc parmi ces alors, voilà. Donc on avait retrouvé un certain nombre de tendances. La première grande tendance, c'était un besoin d'expérience, hein, avec micro-aventure. Donc, qui va depuis la micro-aventure, c'est le voyage en famille, je vais au fond du jardin ou au village à côté pour visiter. Puis la grande aventure, hein, Mike Horn, mais bon, c'est déjà réservé à des initiés. Les voyages insolites, toujours dans l'aventure, je vous parlais de Coucou, mais il y a d'autres, c'est un mouvement qui va assez fort. J'ai d'autres investisseurs aussi qui recherchent des endroits assez atypiques pour aller monter des hébergements proches de la nature, etc., et qui permettent d'avoir une vraie expérience dans leur voyage. Ensuite, il y a les voyages immersifs et inclusifs, donc je vais faire preuve d'altruisme, je vais aller vivre au milieu des gens, aller chez l'habitant, et essayer de comprendre ce qui se passe à la fois sociétalement et à la fois dans ce que je vois. Et le tourisme du bien-être, toujours dans cette expérience-là, et à ce titre-là, l'Occitanie a beaucoup de choses à faire puisque c'est la première région thermale et que malheureusement notre offre thermale correspond à un besoin extrêmement vieux et n'est certainement pas au rendez-vous de ce qui va se passer demain. Donc ensuite ça c'était pour le besoin d'expérience. Troisième tendance, la deuxième tendance c'est pour l'amour des choses simples, retour à l'essentiel, donc redécouvrir son territoire, tourisme de proximité. Il y en a même, je citais, il y a un site à Paris qui vous permet d'aller dans le palace à côté parce que un jour avant, il va faire des promotions énormes. Vous pouvez aller vous faire une nuit dans le palace à côté. Il y a un retour à la simplicité, partir moins, partir mieux et consommer en conscience. C'est-à-dire que les voyageurs ne consomment plus le voyage. Hein. Jean-Pierre le disait sur les voyages Kleenex, ils veulent le vivre. Hein. Et d'ailleurs même, on remarque que avant, on partait, donc les vacances commençaient quand on est arrivé à destination. Et de plus en plus maintenant, on remarque que le voyage lui-même, le trajet lui-même fait partie de l'expérience du voyage, surtout avec une bonne agence. Non seulement le trajet, mais la préparation fait partie de l'expérience du voyage. L'expérience commence quand on prépare son voyage. Absolument, et c'est très en lien avec la digitalisation d'ailleurs qui permet vraiment d'avoir des parcours immersifs importants.
La troisième tendance, c'est tourisme engagé et responsable. On va retrouver ce qu'on retrouve dans la vie usuelle, hein. Être engagé jusqu'au bout du voyage, zéro déchet, circuit court, mobilité douce, le slow tourisme, et aussi de savoir ce qui se passe, c'est-à-dire même des visites sur la culture, sur le savoir-faire, les tourismes industriels. Voilà. Ensuite, on a une évolution des usages avec, là, on va rentrer dans le voyage 2.0, on en parlait, hein, digitalisation de l'offre. On peut maintenant presque connaître... D'ailleurs, parfois, je me demande pourquoi on prend des photos quand on est à destination, alors qu'elles sont 10 fois plus belles sur le site quand on est allé le voir pour le préparer. Je parlais tout à l'heure d'être ultra connecté pour mieux se déconnecter. Et ensuite, il y a aussi peut-être demain le tourisme virtuel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pouvoir avoir des situations immersives et se retrouver dans des situations où de chez soi, ça c'est pas bon pour les agences de voyage. Exclusivement digital. Et donc, on parlait de la puissance des data, et comme le disait fort justement monsieur le député, la connaissance du marché. D'ailleurs, moi je suis assez récent dans le tourisme, parce qu'en fait, je viens de l'investissement, et je suis arrivé dans le tourisme parce qu'on déploie ce fonds-là, et je me suis intéressé. Mais on appelle ça l'industrie du tourisme, mais ça n'a d'industrie que le nom. Parce que tout le reste, c'est raté, hein. Et donc, c'est la puissance des data. Et enfin, la dernière tendance, c'est la mise en valeur des territoires et la dynamisation des offres, c'est-à-dire que l'on voit émerger un peu partout en France, dont l'Occitanie a été pionnière avec ce fonds de tourisme, qui est le directeur d'investissement de la Banque européenne me disait que pas un pays d'Europe, et ni même une région, n'avait eu l'idée de monter ce type de dispositif financier pour rénover son offre touristique. Mais on voit de plus en plus de régions qui essayent. À la fois, j'ai vu des campagnes vachement sympas, la Normandie qui comparait à la Californie pour faire venir des gens, etc. Et on a une reprise en main de la communication et via le digital par les territoires qui est assez intéressante. Donc, c'est une nouvelle forme d'ingénierie touristique. Jean Pinard du comité régional du tourisme est parti, mais je sais que c'est un thème qui lui est très cher. Et il est vrai que c'est intéressant maintenant que l'on puisse se reprendre en main et que les territoires reprennent en main leur destinée touristique. Voilà un peu les tendances que l'on a repérées dans le niveau tourisme. On va interroger Laurent Caige, puisqu'en fait, il va bientôt sortir, je crois que c'est le 12 octobre, un cahier des tendances. Donc, il ne va pas pouvoir tout nous révéler, mais il va peut-être nous donner quand même quelques pistes. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Moi, je voudrais vous faire part de 2 témoignages qui vont un peu dans le sens des témoignages précédents. Chaque année, le Welcome City Lab participe avec ses startups au plus grand salon mondial du tourisme, qui est le salon ITB à Berlin, sauf cette année évidemment. Et nous sommes sur un espace pour une quinzaine de startups que nous payons entièrement en termes de frais. Et devant nous, chaque année, il y a un très très grand espace de startups espagnoles. Et donc la première année, je suis allé les voir pour évidemment me présenter et avoir de bonnes relations avec nos voisins. Et je leur ai posé la question, combien avez-vous payé votre stand? Quelle est votre contribution? La réponse des startups, c'est « Ah ben, on n'a rien payé du tout, c'est gratuit, parce que cet espace de visibilité nous est offert entièrement par un organisme public national espagnol qui s'appelle Segitour, qui est une sorte d'Atout France de l'innovation touristique et qui a été créé par l'État pour booster la promotion et l'internationalisation des startups espagnoles à l'étranger. Voilà. Donc c'est deux cas de figure où je trouve qu'en Espagne on a vraiment mis le paquet pour véritablement avoir les moyens de ses ambitions et être beaucoup plus présent à l'international que ne le sont aujourd'hui les Français. Le deuxième témoignage, c'est ma stupéfaction, toujours aujourd'hui, de lire, de consulter des documents d'investissement de grands groupes du tourisme, notamment de grands groupes hôteliers, avec des investissements extrêmement lourds de plusieurs centaines de millions d'euros qui les engagent sur des dizaines et des dizaines d'années, tous basés sur des analyses de clientèle, de comportement et des statistiques N-5 d'il y a 5 ans.
Et tout le monde trouve ça normal, hein. Donc là où je voulais en venir, c'est évidemment la nécessité absolue que notre pays prenne conscience de l'importance de la prospective, de cette veille dont nous parlons depuis quelque temps, pour véritablement que notre pays soit en phase avec les attentes prochaines des visiteurs de l'ensemble de nos clients, qui ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui. Donc dans ce cadre, nous apportons notre pierre à l'édifice, effectivement, par la publication annuelle d'un cahier tendance, qui n'est pas un cahier tendance sur tout, hein, mais qui est simplement le prisme des startups du tourisme. Comment finalement nous qui recevons plus de 300 candidatures de start-up par an, on est finalement un bon baromètre de ce qui se passe et de l'évolution des projets des start-up. Comment les start-up perçoivent finalement le tourisme de demain. Et donc, je vous invite tous à vous connecter en ligne mardi prochain, le 6 octobre à 9h30, pour découvrir donc notre 5e cahier tendance et l'ensemble de son contenu qui sera donc dévoilé en conférence de presse et que vous pourrez ensuite télécharger gratuitement sur notre site internet. Merci, donc pas de fuite. Pas une petite fuite pour nous? Si, donc pas de fuite. Pas une petite fuite pour nous? Si, donc pas de fuite. Non, vous verrez que ça conforte les éléments dits par l'interlocuteur précédent, et puis c'est des choses de plus, on va dire, sur les aspects digitaux des startups qui seront dévoilés. Merci beaucoup Laurent Kech. Nous allons passer à la conclusion. Donc je vais vous laisser à tous la parole pour savoir comment vous voyez le tourisme de demain. Monsieur Mas, peut-être? Je pense qu'il a été bien défini de façon un petit peu pointilliste, mais je suis persuadé, si vous posez la question avant, après Covid, si c'est ça la question, je suis persuadé... On est après Covid maintenant, voilà. Donc Oui. on est en plein dedans, en fait. Actuellement, il n'y a pas de tourisme. Ouais. Voilà. Soyons clairs, il n'y a pas de possibilité de voyager. Et même ceux qui ont l'intention de voyager ne peuvent pas le faire parce que le délai de délivrance des résultats des tests ne correspond pas aux 72 heures d'antériorité du test pour passer une frontière. Donc, mais revenons à la question. Avant et après Covid, il n'y aura pas de monde d'avant, pas de monde d'après. Simplement des phénomènes d'accélération. Tout à l'heure, Marc Trubert et Laurent Kech ont très bien défini des tendances qui sont des tendances émergentes dont il ne faut pas penser que ça fera tout le tourisme, ces tendances-là. Je le disais tout à l'heure, 40% des Français ne partent pas en vacances. Sur ces 40%, il y en a 30% qui aimeraient bien partir en vacances. Et les tendances touristiques, ils s'en moquent royalement. Ce qu'ils voudraient, eux, c'est accéder à une plage, pouvoir dormir au soleil, avoir les enfants dans un club et être peinard, un amoureux pendant 15 jours de vacances. Donc, ce n'est pas l'un contre l'autre. Les deux se feront en même temps. Mais je répète ce que j'ai dit déjà. Tous ces bruits de fond, toutes ces tendances émergentes qui ont été signalées, le fait d'allonger un petit peu la durée des voyages et de moins consommer, toutes ces tendances émergentes seront accélérées par la crise. Mais ceci dit, il n'y aura pas de bouleversement fondamental dans les mois à venir. Et vous êtes optimiste quand même pour les mois à venir? Je suis très optimiste. Tout à l'heure, je montais la courbe du transport aérien et la chute liée au Covid, mais le tourisme dans le monde double tous les 15 ou 20 ans, et l'Europe, la vieille Europe, n'est pas à l'abri de ces évolutions touristiques. Donc je suis très optimiste pour que la France continue à être un des pays d'accueil leaders en matière touristique. Je suis très optimiste parce que je sais que les Français, dont le pouvoir d'achat est maintenu et qui n'ont jamais autant économisé que pendant le confinement, ils sont allés sur WhatsApp et Facebook, comme tu le disais, mais ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent. Que le pouvoir d'achat étant maintenu, les Français continueront à consommer du tourisme plus intelligemment, je le souhaite. Merci. Monsieur Marc Trubert, vous avez une conclusion probablement. Oui, en fait, je partage une vision optimiste parce que
comme le disait fort justement M. Portarieux, les crises ont cet effet. Nous, en France, on réagit quand il y a une crise. Le tourisme en France, on a tous les fondamentaux pour faire quelque chose. C'est-à-dire que maintenant, quand vous regardez pour aller dans un pays, vous regardez quand même quel est le niveau de médicalisation, si jamais vous avez un problème, etc. Le touriste qui vit en France, il sait qu'il peut être soigné, il peut se déplacer. Enfin, je veux dire, il y a des sites qui sont pas beaucoup... Il y a les mêmes, peut-être aussi beaux ailleurs, c'est pas le problème. Mais en tous les cas, c'est accessible, etc. Donc il y a tous les ferments. Et en fait, il manque une forme de prise en compte du fait, ça me rappelle un peu la problématique du vignoble bordelais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qui a longtemps cru que parce qu'il s'appelait Bordeaux, les vins étaient bons et auto-vendus, eh bien, notre tourisme, parce qu'on est France, on est bon et auto-vendu. Eh bien non, le vignoble bordelais devra passer au bio et le tourisme français devra révéler son côté savoir que c'est une industrie, donc il y a des clients, qu'il y a des besoins clients, qu'il y a une offre à faire, qu'il y a une offre à définir, un marketing à faire, etc. Et tout ça avec une forme de cohérence et non pas dans une forme de millefeuille où chacun met sa petite touche. Mais tu disais pointilliste, mais le problème c'est que les peintres pointillistes, on voyait une image derrière. Là, tu as du mal à avoir une image. Voilà. Donc, Monsieur Portarieux. Oui, comme les intervenants précédents, positif, déterminé, enthousiaste, mais lucide. Donc il y a un nouveau territoire, enfin il y a des opportunités un peu partout. Il y a des acteurs qui arrivent dans ce secteur d'activité, c'est une excellente chose. Il y a ce besoin de renouvellement, d'oxygénation, ça c'est très bien, mais n'oublions pas les acteurs traditionnels. Je rappelle quand même le tourisme, alors selon les données de l'INSEE, représente un peu plus de 7% du PIB et un peu plus de 2 millions d'emplois directs, indirects. Donc c'est un secteur qui est important, qui est vital. Moi je suis assez convaincu que c'est un secteur qui reste à développer en restant vraiment lucide, en collant au réel. Merci. Monsieur Cage. Monsieur Cage. Alors je pense qu'effectivement le tourisme de demain tournera autour des notions de prendre soin et rassurer ces clientèles touristiques avec des éléments beaucoup plus qualitatifs que par le passé. Deuxièmement, une meilleure complémentarité entre les points de vente physiques et les outils digitaux. On parle de phygital d'ailleurs. C'est particulièrement vrai dans le domaine du tourisme d'affaires et de l'événementiel. Et puis j'y reviens beaucoup, mettre le paquet absolument sur la formation de l'ensemble de nos acteurs. Il est temps que la France mette les moyens à hauteur des enjeux de sa première économie nationale en formant massivement l'ensemble de ses acteurs touristiques. Merci beaucoup. Bien, nous allons terminer sur cette conclusion. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Puis j'espère que cette note optimiste va être la réalité. C'est ça, contagieuse, oui, c'est ça. Nous allons maintenant recevoir, je pense, monsieur Didier Cugive, qui va conclure cette journée. Je ne sais pas s'il est là. Peut-être. Vous pouvez vous approcher? Je vais vous laisser le micro. Comme ça, vous pouvez... Merci beaucoup. Non, je suis simplement étonné de ne pas entendre parler de l'ensemble de l'activité récente, faut-il l'appeler directe, des gîtes, avec les grosses perturbations. Pour ma part, j'ai deux gîtes à Millau, proche de Millau, dans l'Aveyron, et j'ai pu remarquer une baisse d'influence des gros acteurs du groupe maintenant Expedia. Et mon hypothèse, c'est qu'ils sont pris en tenaille entre, d'un côté, Airbnb et Booking, et de l'autre, le direct, ceux qui arrivent à avoir leur propre visibilité et donc à capter des clients en direct. Maintenant, j'aurais aimé savoir si vous aviez un avis sur cette diminution perçue. Quand je dis Expedia, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, c'est ils ont racheté Abritel,
Holidays, HomeAway, VRBO en Allemagne, etc. Donc c'est un très très gros acteur. Et apparemment, leur influence est en forte diminution. Et autre question subsidiaire, est-ce que le Covid ne fait pas qu'on a sous-déclaré des clients qui eux-mêmes ne se sont pas déclarés quelque part? C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas consommer comme les années précédentes. Je vous laisse répondre. Qui veut répondre? Alors, Monsieur Trubert, tout à l'heure, parlait de... Sur les gîtes et sur les OTA, je pourrais pas savoir, je savais pas hein, que Expedia avait été plutôt en diminution par rapport à ça. Soit les gîtes ont trouvé des moyens d'exposition à titre personnel, parce qu'il n'y a que deux façons hein, de capter des clients. Soit vous avez un fichier client historique que vous exploitez en base propriétaire, soit sinon vous avez d'autres moyens d'exposition. Mais sinon, je n'ai pas vu de novation dans le marché qui puisse m'expliquer ce type de phénomène. Peut-être... Bon, personne... Monsieur Mas, non, personne n'a de réponse. Désolé. Merci, messieurs. Merci beaucoup.